Frédéric, bonjour. Bonjour Jean-Luc On et a maintenant bonjour à l'habitude de tous. nous retrouver régulièrement pour faire un peu le point sur ce qui se passe ces jours Voilà. agités. On s'était quitté la semaine dernière sur une question bon, autour du vote Front National, au Rassemblement national. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est, on entend beaucoup dans les commentaires au jour le jour, cette référence aux années 30, la montée de l'extrême droite et puis donc le nazisme derrière. Est-ce qu'on est dans cette période? Est-ce que vous pensez qu'on peut comparer ces deux périodes? Est-ce que nous sommes dans une période où on assiste à une montée d'une forme d'autoritarisme de type fasciste? Alors, évidemment, il faut toujours être très prudent quand on compare les époques. Oui. Notamment quand on compare une époque comme la nôtre, qui est issue de plusieurs décennies de paix, Mm. avec une période comme celle des années 30 qui succédait à une guerre mondiale et qui Oui. était presque le fruit de cette première guerre mondiale, hein. Tout le monde sait que le fascisme, le nazisme et le bolchevisme étaient le fruit, étaient associés en tout cas au grand chaos de la Première Guerre mondiale. Donc là, il y a vraiment des précautions à prendre. Il existe des points de comparaison cependant. Euh, je ne, je n'ai pas qualité à en établir la liste, mais spontanément, ce que je repère, c'est d'abord une filiation idéologique entre le noyau dur du Rassemblement national et les partis d'extrême droite de jadis. Je m'explique. Le Front National a été créé en 1972 et il a été créé avec une certaine droite française dont une grande partie, les responsables fondateurs du Front National, je mets à part Jean-Marie Le Pen qui était trop jeune pour ça, mais un certain nombre de fondateurs du Front National avaient pratiqué la collaboration, avaient même été pour certains membres des SS de la division Charlemagne ou simili. Autrement dit, le Front National possède un noyau dur qui se réfère quand même à l'extrême droite des années 30. Je dis tout cela avec C'est un peu précaution. loin. Ce qui est plus proche, c'est la guerre d'Algérie, c'est le refus de Ah non, non, l'indépendance non, algérienne. on oublie par exemple que Ouais. Pierre Poujade, le fondateur de l'UDCA, Union de défense des commerçants et artisans, Mm. avait été membre du Parti populaire français de Jacques Doriot. C'est une Mm. chose qu'on ne rappelle pas assez Oui, souvent, oui. je crois, parce que on limite le poujadisme à une revendication catégorielle. Elle l'était, et il y a eu sincèrement, faut le dire, des commerçants qui ont rejoint Pierre Poujade pour des raisons économiques, sociales, etc., qui n'étaient pas des nostalgiques de la collaboration, bien entendu. Ça se rejoue toujours. Mais quand même, Pierre Poujade avait été membre du parti de Jacques Doriot et Jean-Marie Le Pen avait fait partie alors, du parti de Pierre Poujade. Alors, je connais les objections qu'on peut formuler. D'abord, le Rassemblement national ne se confond plus, dit-il, avec le Front National, et le Front National n'était pas l'UDCA, qui n'était pas le PPF. C'est vrai. Mais enfin, il y a Oui. une filiation. Ouais. Voilà. Alors, il y a Marcel Gauchet, dans un texte qu'on a lu hier, on a lu, c'est que Marcel Gauchet dit lui-même les gens dont vous parlez à l'instant, ils représentent quoi aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui? Ils sont 2 à 3%. Ces gens qui Merci sont vraiment, beaucoup. qui ont une espèce de Voilà. filiation Voilà. avec ces groupes-là, c'est une infime minorité. Le Mais tout gros des à groupes fait. n'est pas ça. C'est ça qui est intéressant dans le phénomène politique auquel nous assistons, non pas aujourd'hui, mais au fond depuis une quarantaine d'années. Bien sûr. C'est Ouais, ouais. que ce groupuscule, ce que j'appelais à l'instant le noyau dur du Front National, et qui reste pour ou prou celui du Rassemblement national, est parvenu à agréger au fil des années un certain nombre de mécontentements, de colères, mécontentement et colère qui n'ont pas été pris en compte, Mhm. mécontentement et colère auxquels les gouvernements successifs n'ont pas répondu de façon satisfaisante. Et là-dessus, Marcel Gauchet, évidemment, est très convaincant. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on dit aussi beaucoup, c'était ce géographe, là, Euh, Christophe oui, Guilluy, qui Christophe parle de la, Guilluy. ouais, Christophe Guilluy. Qui parle de la France périphérique.
Oui, Une oui. France qu'on voit pas à la télé, qu'on voit pas dans les médias, qui est dans la ruralité, qui est dans les petits bourgs, et qui se sont totalement dépossédés par rapport à ce qu'on leur propose comme mode de vie. Par exemple, Gaucher aussi parlait d'une injonction à l'ouverture au monde, une injonction à la Mais mondialisation. oui, Enfin, il faut s'ouvrir, alors via Internet, via tout ce que vous voulez, mais moi j'ai le sentiment que beaucoup de gens sont dépassés par ça. Cette injonction, elle est insupportable pour une partie de la population qui veut vivre paisiblement avec le précaré dans lequel ils vivent et qui ne veut pas être ouvert à tous les vents. Est-ce que cette revendication-là, elle n'a pas quelque chose de légitime malgré tout? alors voilà, la question c'est d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la périphérie? Il y a la périphérie géographique au sens strict. Vous savez que Christophe Guy, lui, est géographe et que Mhm. son étude est fondée sur une observation des territoires, mais il y a aussi une périphérie, j'allais dire, dans l'imaginaire. Oui, oui, Hein. mental, oui, oui. Voilà. Alors, cette périphérie-là, elle n'est pas toujours, jouons sur le mot, déconnectée. Un grand nombre de gens utilisent Oui, ils Internet. sont sur les réseaux sociaux, on est d'accord. Ouais. Voilà, ils utilisent les réseaux sociaux pour dire qu'ils sont totalement à l'écart. Oui, Ils mais quand même, utilisent Facebook l'opposition et entre. TikTok même pour dire ah, on est Oui, complètement mis oui, je à suis d'accord. On a l'écart. vu ça au moment des Gilets jaunes. Mais quand même, il y a quand même les métropoles qui sont ouvertes sur le monde, qui ont des interactions avec d'autres grandes villes, d'autres grandes cités. On a Et l'impression oui. quand même que les métropoles concentrent toute la connaissance, l'intelligence, l'initiative, l'innovation. Et puis les campagnes ou les périphéries sont un peu laissées à la marge. Et c'est là qu'on retrouve le Front National quand même, honnêtement. Oui, on trouve le Front National ou le Rassemblement Le national Rassemblement maintenant national, oui. dans des parties de la France où les gens, effectivement, ont du mal à se loger. Et puis, des choses. Vous savez, un de mes amis me disait récemment, au fond, que fait le Rassemblement national pour se rendre populaire? Pas des choses mirifiques. Je trouvais cette formule très amusante et juste. Ils mettent des pots de fleurs dans dans les mairies. Alors, pas des arbres partout, hein, comme on le voit dans certaines métropoles, mais des pots de fleurs. Évidemment, il disait cela en pensant à Robert Ménard. L'exemple de Robert Ménard est très intéressant. Voilà un homme qui s'est fait élire avec un programme d'une extrême violence, maire de Béziers, en attaquant de façon très virulente la présupposée domination des étrangers à Béziers. Il a été réélu à plus de 60% quand il fut 70 presque, oui, oui, oui. presque 70. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, en gros, moi, je ne crois pas qu'il persécute les étrangers à Béziers. Hein. Non, mais au contraire, Je- il fait un travail assez intéressant. Il a essayé de mélanger des populations, voilà, ce qui est voilà. Et plutôt une bonne voilà. idée. Et qu'est-ce qu'il a mis? Il n'a pas mis des pots de fleurs, mais il a interdit le linge aux fenêtres. Il Ouais, a ouais. fait des choses qui sont bon. Voilà. Eh bien, je crois quand même que c'est une leçon pour les partis républicains de tradition républicaine, pour dire les choses Ouais, avec ouais. simplicité, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche. Voilà un certain nombre de principes tout simples qui permettent aux gens d'avoir le sentiment que leur vie quotidienne change en mieux. Alors, attention, je ne suis pas un partisan de Robert Ménard ou d'autres, mais tenons compte quand même de ce qui peut se passer Ouais, ailleurs. c'est vrai. Alors, il y a une deuxième chose qu'aborde Marcel Gaucher, c'est évidemment l'insécurité, et plus grave, le lien entre insécurité et immigration. Et Et ça, oui, il dit on le nie. C'est-à-dire que ça, moi, ça me gêne, enfin, je veux dire, ça nous gêne de dire ça, parce qu'on ne va pas stigmatiser les étrangers. Et en plus, c'est pas forcément vrai. C'est pas systématiquement quand il y a un délit de l'incivilité que ce soit un étranger. Mais cette espèce d'assimilation, elle est quand même entrée dans les mentalités, dans les têtes. Et un peu systématiquement, parfois les journaux, nous-mêmes bien pensants, quand il y a un acte quelconque, une agression, on dit jamais le nom de la personne. S'il a une connotation arabe, on fait attention de ne pas le mettre parce qu'évidemment, on va stigmatiser ces gens. Mais ce faisant, on crée quelque chose, même en ayant les meilleures intentions du monde, on a créé une espèce d'impensé ou de refus de penser et qui maintenant nous revient en boomerang. Est-ce que vous pensez un peu ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? il y a deux éléments. D'abord, il y a l'élément de l'étranger. Ça, c'est une constante. Nos auditeurs et internautes se souviennent sans doute d'une chanson d'Alain Souchon qui s'appelle Poulailler Song.
dans lequel le chanteur stigmatise les taxis racistes. Il dit, voilà, on peut pas lire le même journal, faut une Ouais. sélection, c'est normal. Chanson de 1977, autrement dit, ça ne date pas d'hier. Hein. Ouais. Euh, oui, Marcel Gauchet a raison d'insister sur cet élément. Et d'ailleurs, Christophe Guilluy, toujours lui, Ouais. a parlé voici quelque temps de l'insécurité culturelle. Je Ouais. trouve que c'est une Ouais, c'est bonne une bonne formule. idée. Ouais. Parce qu'au fond, écoutez très franchement, l'étranger, bah, il est comme nous. Ce Mm. sont des gens formidables. Il y a des salauds, il y a des Ouais. types formidables, Non, des parce qu'ils gens sont étrangers, qu'ils sont merveilleux. salauds, bien sûr. Ouais. Voilà, bien sûr. J'ai raconté je vous la raconte cette anecdote rapidement, c'est promis, mais tout de même. Voici quelques semaines, je prends le métro à Paris, je vois devant moi deux types devant moi avec des sacs en plastique, parlant ce que Balzac aurait appelé un sabir improbable. Ils avaient Ouais. l'air totalement paumés. Je passe le barillet, je Premier quai. m'approche de l'escalier et je m'effondre tout au long de l'escalier. Je tombe sur ma tête. Là, autour de moi, des gens éberlués. Deux types me tendent une petite bouteille d'eau et de quoi m'essuyer. C'étaient les deux Les gars deux qui gars. parlaient Ouais. un Non, sabir mais c'est ça qui est improbable. beau. Ouais. Ouais. Voilà, j'en étais bouleversé. Mais tout le monde le sait, ça, parce que vous savez, même dans les coins où les gens votent Front National, je vois dans ma région, dans le sud, puis il y a un peu pas une domination, mais dans le Gard, il y a quand même une importance assez forte. Mais quand on dit aux gens, mais attends, tu votes Front National, puis regarde, tous tes copains, Mohamed, machin, il me dit, ah, mais Mohamed, c'est tes copains. Il dit, bah non, mais Mohamed, ça n'a rien à voir. C'est ça, Voilà. voilà. C'est ça, c'est qu'il y a Mohamed, c'est mon ami, donc ça n'a rien à voir. Mais l'immigré dans son Voilà. ensemble, c'est insupportable. C'est comme Et c'est ça qui est assez extraordinaire, l'antisémitisme, quoi. quand un juif dit à un antisémite, mais moi je suis juif. Ah oui, mais toi Mais c'est toi, pas ça n'a rien à pareil, voir. jamais pareil. Mais C'est ça. le, Comment on explique ça? Comment vous expliquez ça? ça, je crois que c'est universel. Daniel Siboni, dans un très bon livre Ouais. déjà très ancien qui s'appelle La haine identitaire, Mm. dit que comme nous sommes tous faillibles, quand nous rencontrons notre faille intérieure, nous n'aimons pas ça. Mhm. Et évidemment, la tentation, c'est plutôt que de reconnaître cette faille, de dire c'est de la faute de l'autre. Et l'autre que l'on voit, c'est toujours un autre plus commode à identifier que celui qui vous ressemble, etc., etc. Je Ouais, crois que c'est ça le problème, c'est que on n'arrive plus. C'est pas tellement le problème de l'immigration, c'est le problème de l'intégration. Pour intégrer des gens de l'extérieur, il faut leur dire voilà qui nous sommes. Or, comme nous ne savons plus tellement exactement ce que nous sommes, ouais, évidemment, ça n'encourage pas les autres à nous ressembler ou à vivre comme nous. Ils se ouais. disent oh bah basta, on va vivre comme on vivait ailleurs et puis ce sera aussi bien